Bon, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous allons commencer ce conseil municipal, comme d'habitude, par l'appel. Monsieur Guillaume, je suis là. Monsieur Le Rudulier. Présent. Madame Milancourt a donné procuration à Monsieur Casimir. Monsieur Mazin. Présent. Madame Caillol m'a donné procuration. Monsieur Laroche. Présent. Madame Strodo. Présent. Monsieur Casimir. Présent. Madame Forté. Présent. Monsieur Chacre. Présent. Monsieur Daré. Présent. Monsieur Tritz a donné procuration à Monsieur Vesperini. Madame Tessier. Madame Rousseau. Madame Clisson vient de m'appeler, elle est bloquée, elle rentre de retard. Madame Bessette. Monsieur Soustel a donné procuration à Monsieur Le Rudulier. Madame Pelofi. Monsieur Vesperini. Monsieur Vautier. Présent. Madame Duclos a donné procuration à Monsieur Chacre. Monsieur Lacave. Madame Bageux. Monsieur Gérardin. Présent. Madame Houdet. Monsieur Egea. Présent. Monsieur Molino. Présent. Madame Meringues a donné procuration à Madame Didier. Madame Pugliese. Présente. Madame Lucchini a donné procuration à Monsieur Egea. Madame Didier. Présente. Monsieur Caramonte. Et Monsieur Autochot n'est pas là. Bon. Je vais m'attendre. Donc, comme d'habitude, conformément à la loi du 13 août 2004, je vous propose de décider à l'unanimité de recourir au scrutin public pour la désignation du président. Ah non, mais ça c'est tout à l'heure. Ça, ouais. Ça c'est tout à l'heure pour le vote de conseil. Non, recourir, disons, à la désignation de la secrétaire de séance, ou de là. Donc, je vous propose Madame Bageux, à moins qu'il y ait d'autres candidats ou candidates. Merci. Madame Bageux, vous êtes nommée secrétaire de séance. Donc, nous allons passer à l'ordre du jour. Rapport numéro 1. Droit à la formation des élus. Donc, les membres du conseil municipal ont droit à la formation. En effet, parmi les objectifs assignés à la décentralisation, la formation des élus occupe une place importante afin que l'élu local puisse exercer ses missions et participer aux décisions publiques locales dans de bonnes conditions. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du total des indemnités susceptibles d'être allouées aux élus de la commune. Ce seuil maximal est donc de 28 551 pour Rognac, qui ne peut être donc dépassé. Compte tenu des possibilités budgétaires, je vous propose une enveloppe budgétaire d'un montant de 10 000 € qui serait donc consacré à la formation des élus. Toutefois, je vous rappelle que dans notre département, l'accès à la formation pour les élus est largement facilité par l'agence technique départementale. En effet, celle-ci permet un accès quasiment gratuit puisque nous sommes adhérents, donc les élus que nous sommes peuvent y aller gratuitement à la formation des élus sur l'ensemble des problématiques susceptibles d'intéresser les élus locaux. Donc je vous propose en priorité que nous nous adressions donc à l'ATD 13. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé au compte administratif. Il donnera lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Donc je vous propose d'adopter le principe d'allouer, dans le cadre de la préparation du budget, une enveloppe budgétaire de 10 000 €, mais de prioriser l'accès à la formation par l'intermédiaire de l'ATD 13 et de ne prendre en charge le financement d'une formation dans le cadre de l'enveloppe de ces 10 000 € uniquement lorsque celle-ci n'a pas d'équivalent dans le catalogue de la D13. Voilà, vous n'allez pas faire une formation ailleurs si elle est proposée sur la TD. Voilà, bon. Donc, et de dire que ces crédits nécessaires seront inscrits au budget communal. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 2.
approbation de la modification des statuts de la communauté d'agglomération Agropole-Provence. Monsieur Leruvillier. Oui, le Conseil communautaire en date du 26 mai 2014 a approuvé à l'unanimité le transfert de compétences et la modification statutaire de la communauté d'agglomération relative à l'aménagement des pôles d'échange multimodaux d'intérêt communautaire. Je vous rappelle qu'il y a 2 pôles d'échange inscrits au SCOT d'Aglopole Provence, Salon de Provence et la commune de Rognac. La modification porte donc sur l'article 4 des statuts, objet de la communauté d'agglomération, qui change en son paragraphe 3, compétences facultatives, en intégrant donc l'aménagement des pôles d'échange multimodaux d'intérêt communautaire. Ce transfert de compétences sera effectif dès la phase d'étude, c'est-à-dire dès aujourd'hui, du pôle d'échange multimodal de Rognac. Voilà. J'ai une petite question à ce sujet, parce que dans la délibération qui est jointe et dans les statuts qui sont joints à la délibération, à aucun moment il est fait état de Rognac. On parle de salon parce que les études sont en cours, d'après ce que je veux comprendre, ou les travaux peut-être sont en cours. Or, vous citez Rognac. Alors, je sais qu'en débat en plénière, vous avez. Velot et Rognac ont été cités d'ailleurs, mais à aucun moment, ni sur les statuts, ni sur la délibération, cela apparaît. Est-ce normal ou... Oui, c'est normal puisque vous avez un schéma de cohérence d'organisation territoriale qui a été acté. Et c'est sur ce SCOT que se base le transfert de compétences. D'accord. Mais Salon n'était pas acté dans le SCOT? Si, absolument. Le problème de Salon, c'est que les études sont déjà engagées. Donc il faut le préciser dans les statuts, puisque logiquement, juridiquement, il est très anormal de faire ce transfert de compétences dès lors que les études sont engagées. Il aurait fallu le faire avant. Donc on l'intègre en tant que tel, parce que la phase de réalisation du pôle d'échange de Salon est très avancée. Et quand on sera en phase d'étude, oui. On aura une modification pour intégrer la ville de Rognac ou pas du tout? Pas du tout, absolument pas. C'est de toute façon, dès la phase d'étude, ça veut dire que en fait, c'est le financement revient intégralement à Global. À la Global, d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 3. Désignation d'un représentant de la commune auprès de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Par courrier en date du 12 mai 2014, le président d'Agropole Provence nous a informé de la nécessité de désigner un représentant pour chaque commune au sein de la commission locale d'évaluation des transferts de charges, appelée la CLET. Au vu de la délibération communautaire portant constitution de la CLET, si jointe, il convient de désigner un représentant titulaire pour la commune de Rognac. Conformément à l'article L 5211-7 du Code général des collectivités territoriales, cette désignation a lieu au scrutin uninominal successif à bulletin secret à la majorité absolue. Bon, je vous propose de voter à main levée. En application de la loi pour responsabilité et liberté locale du 13 août 2004, codifiée à l'article L 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne plus recourir au scrutin secret pour procéder aux nominations et désignations. C'est ce qu'il faut. Donc vous êtes d'accord pour qu'on vote, qu'on ne passe pas par... Donc, je vous propose, il faut que ce soit un candidat élu à la Glopole. Donc, je vous propose comme candidat de la majorité M. Stéphane Leruvillier. Et il n'y a pas de suppléant à désigner. Voilà. Il y a d'autres candidats? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous allons passer à la partie financière. Le rapport numéro 4, compte de gestion, budget annexe des pompes funèbres. Monsieur Leruvillier. Oui, alors le compte de gestion 2013 du budget annexe des pompes funèbres est établi par le comptable public. Il a été arrêté selon le détail suivant. Résultat accumulé de clôture 2013 en section d'investissement
de 47 034 euros. En fonctionnement, 19 061 euros, soit un total de 66 096 euros. Étant donné que c'est un document qui est établi par le comptable public, je ne le commenterai pas puisqu'il y a le compte administratif qui vient derrière, qui explique en fait les différents montants de ce présent document. Voilà, bon. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 5, c'est la même chose, mais pour le budget principal. Oui, même principe, hein, le compte de gestion sur le budget principal établi par le comptable public avec un résultat cumulé de clôture 2013 en section d'investissement d'1 435 579 euros et en fonctionnement de 2 857 337, soit un total de 4 292 916 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, nous allons passer donc au rapport numéro 6, au compte administratif. Comme de la loi, je suis obligé, tenu de sortir, puisque je ne peux pas être jugé parti. Donc, conformément à la loi du 13 août, je vous propose de nommer un président qui va me remplacer pour ces deux rapports. Et je vous propose de désigner comme président M. Stéphane Le Rudelier, qui va donc procéder qui va être le rapporteur. Pas d'objection? C'est bon. Ah, bon, écoute. Alors, sur le rapport numéro 6, le compte administratif 2013, budget annexe des pompes funèbres, le seul budget qu'on a annexé au budget général. Donc les résultats font apparaître en section d'investissement un excédent de 17 590 euros de l'exercice 2013, ce qui porte au résultat cumulé de clôture, comme je l'évoquais tout à l'heure, par rapport au compte de gestion, puisque les termes sont identiques, à 47 034 euros. Ces dépenses d'investissement donc concernent principalement la variation de stock au caveau, des stocks des caveaux au 31/12/2013. Les recettes liées à cette opération s'élèvent à 26 767 euros et concernent donc les écritures d'ordre relatives au stock des caveaux. S'agissant de la section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 30 127 euros avec la rétrocession de 2 caveaux et l'écriture d'ordre relative au stock des caveaux au 1er janvier 2013. Les recettes de fonctionnement s'élèvent quant à elles à 40 143 euros et concernent la vente de caveaux et la variation du stock des caveaux au 31/12/2013. Voilà, donc je vous demande d'approuver le compte administratif de l'année 2013 relatif au budget annexe des pompes funèbres. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, unanimité. Alors je passe au rapport numéro 7 et comme chaque année je vais me livrer à un exercice qui consiste à vous rappeler la situation de la ville au 31 décembre 2013 à travers le compte administratif. Alors je sais que c'est un exercice qui n'est pas totalement festif, mais je vous invite néanmoins à rester attentif, ça évitera aux uns et aux autres membres de cette assemblée des confusions. À la lecture du compte administratif, 2013 nous aura permis de confirmer notre volonté budgétaire inchangée de gestion rigoureuse des deniers publics. Ce cap a été tenu et reste le meilleur garant de notre avenir. Grâce à une gestion prudente et sérieuse, nous continuons d'afficher une solidité financière saine que vous avez pu constater à la lecture de ce présent rapport. Cela nous permet, tout en restant prudents, de poursuivre nos efforts en faveur du développement des équipements et des services publics à nos concitoyens. Garder les marges de manœuvre à long terme de notre collectivité a été une priorité en 2013.
Cette volonté ne vaut pas pour le seul exercice budgétaire 2013, elle a été au cœur de notre stratégie prospective depuis 6 ans. Nous avons investi en 2013 11,6 millions d'euros, et ce, à fiscalité constante. Au total, de 2008 à 2014, ce sont près de 30 millions d'euros qui ont été investis, financés 100% par autofinancement des collectivités. 2013 nous aura permis de consolider notre épargne nette à 3,5 millions d'euros, soit 22,6% de nos recettes réelles de fonctionnement, contre 9% au niveau national. Notre épargne nette est donc le triple de celle des autres villes de la même importance. Alors bien au-delà du bilan comptable, cette présentation du compte administratif 2013 traduit un travail d'équipe que l'ensemble de la collectivité a mené tout au long du mandat précédent. Laissez-moi vous détailler, si vous le permettez, les données principales de ce compte administratif. Les dépenses réelles de fonctionnement, vous pouvez le constater, ont progressé de 3,76% entre le compte administratif 2012 et le compte administratif 2013. Cette évolution est la traduction des éléments exogènes supportés par la ville. Dans le détail, la masse salariale n'a progressé que de 0,6% de CA-CA, bien en dessous de l'effet GVT. Cette maîtrise nous permet de faire diminuer d'année en année l'importance de ce poste par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement afin d'améliorer significativement notre taux de rigidité, principal indicateur de notre capacité d'endettement futur pour financer d'éventuels projets structurants. Le deuxième poste budgétaire, après la masse salariale, est celui des charges à caractère général, qui, bien que 13,4% en dessous de l'inscription budgétaire, enregistre une progression de 8,6% par rapport à l'exercice de 2012. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette forte évolution. Les hausses successives des fluides qui se sont traduites par une augmentation de plus de 21 000 euros. Le marché alimentaire pour la restauration scolaire, pour laquelle les crédits de ce poste ont augmenté de prix de 15 000 euros du fait du renchérissement des prix des denrées alimentaires à hauteur de 4%, mais également de la hausse de fréquentation des restaurants scolaires. La très forte augmentation des crédits consacrés aux opérations de maintenance et l'entretien du patrimoine communal à hauteur de plus de 220 000 euros. Le troisième poste concerne les subventions aux personnes de droit privé, qui elles aussi enregistrent une progression de 5,3%. Pour mémoire, je vous rappelle que la règle de la ville, depuis plusieurs années par rapport aux subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé, est de maîtriser leur évolution. Elle représente en 2013 552 421 euros contre 528 191 en 2012. En conséquence, les facteurs essentiels de progression des subventions aux associations sont l'augmentation de l'enveloppe destinée au financement des projets pour un montant de 91 911 euros en 2013 contre 35 370 euros en 2012. S'agissant maintenant de l'atténuation de produits, notons le versement pour la première fois en 2013 du fameux Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales, ce qu'on appelle le FPIC, pour 50 637 euros. Dernier point du tableau qui a trait aux dépenses réelles de fonctionnement, il s'agit des autres charges de gestion courante, correspondant notamment aux participations obligatoires, aux subventions aux organismes publics et au paiement des indemnités des élus. Elles progressent de près de 200 000 euros, soit près de 19,5%, et s'établissent à 1,192 millions d'euros. Cette évolution est le fait essentiellement, d'une part, de la nouvelle cotisation de sécurité sociale par patronale mise en place par l'État sur les indemnités des élus, et d'autre part, du fait de l'augmentation de 150 000 euros de la subvention d'équilibre versée au CCAS pour atteindre une somme totale de 370 000 euros. Cette subvention, qui est peu à peu montée en charge depuis 2009, a désormais atteint le niveau structurel qui lui permet d'absorber à la fois l'intégralité des frais directs qui sont les siens, je pense notamment au dispositif d'aide facultative, mais aussi les frais qui lui sont refacturés par la ville. Après avoir examiné les dépenses réelles de fonctionnement, nous allons à présent examiner les recettes réelles
de fonctionnement qui s'élève, comme vous pouvez le voir sur le tableau page 5 du présent rapport, à 19,4 millions d'euros, soit un taux de réalisation de 106,74% au regard du prévisionnel. Les recettes réelles de la section de fonctionnement, hors produits financiers et exceptionnels, enregistrent une évolution de 300 000 euros en 2013, une progression que l'on peut juger comme dynamique pour atteindre un montant de 18 429 600 euros. Avant de voir dans le détail les fiscalités directes et indirectes, nous allons commencer par l'examen des autres postes. Nous verrons après les produits fiscaux, mais dans les médias, nous allons nous pencher sur les dotations de l'État. Vous noterez que les dotations de l'État ont diminué de 5,55%. La ville ressent en effet les conséquences du gel des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, qui se traduisent en ce qui en concerne par une diminution de moins 135 000 euros de ses recettes. L'essentiel de cette diminution découle de l'évolution négative de la fraction que l'on appelle garantie de la dotation forfaitaire, qui a accusé un recul de 5% en 2013. Les recettes propres à travers le chapitre 70 des produits de services progressent en revanche en ce qui les concerne de 2,37%. Ce poste regroupe les recettes tirées de l'activité des services, de l'occupation du domaine public et la recette de loyer. En revanche, les autres produits de gestion courante, et notamment les revenus des immeubles, diminuent de 11,82%. Examinons à présent les premiers postes qui sont liés à la fiscalité directe en 2013. Cette dernière a augmenté de 4,99%. Je précise que les taux communaux sont restés stables naturellement, comme s'y était engagée la municipalité en début de mandat 2008. L'augmentation du produit de la fiscalité directe locale est donc imputable à l'évolution des bases engendrée d'une part par l'application du coefficient de majoration forfaitaire de 1,8%, décidé à travers la loi de finances votée par le Parlement en 2013, et d'autre part par l'évolution physique des bases, 0,9% pour la taxe d'habitation, 0,9% pour la taxe foncière et 1% pour la taxe foncière sur le non bâti. Nous avons souhaité, dans un but pédagogique et informatif, disséquer les éléments relatifs à la fiscalité directe, donc la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti et non bâti. Ces explications n'ont donc que pour vocation d'éclairer l'évolution des grandes composantes du produit des impôts dits ménages, qui représentent, je vous le rappelle, 33% des recettes réelles de la section de fonctionnement. Le produit des impôts dits ménages est le résultat du produit des bases locatives brutes, représentant la valeur du produit locatif des logements, défalqués des abattements décidés par la municipalité et également par les taux votés par notre collectivité. En ce qui concerne les taux, je vous rappelle qu'ils sont gelés depuis 2001. Ce gel depuis 13 ans maintenant traduit notre ferme volonté de préserver le pouvoir d'achat des Rognacais. Il en va de même des bases de taxes foncières sur les propriétés bâties. S'agissant des bases brutes de taxes d'habitation, celles de la ville sont dynamiques, puisque la période 2008-2013, elles accusent une forte progression. Il en va de même pour les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Cette information est intéressante à plus d'un titre. En effet, elle assure le dynamisme aux produits de fiscalité encaissés par la ville et traduit de surcroît une certaine attractivité de la commune où manifestement il fait bon d'investir. Enfin, j'insisterai particulièrement sur un point: les constructions nouvelles qui contribuent fortement à l'évolution physique des bases ne pèsent pas sur les contribuables rognacais. C'est le nombre de contribuables qui augmente et non la charge supplémentaire pour chacun d'entre eux, je le rappelle, pour certains de nos collègues qui avaient tendance à confondre ces différentes notions. Pour conclure sur la fiscalité directe locale, il résulte de la combinaison des éléments présentés que le produit de fiscalité directe a progressé de 1,2 million d'euros entre les exercices 2008 et 2013. Significative pour la ville, cette évolution s'avère néanmoins largement plus modérée pour le contribuable rognacais. S'agissant maintenant de la contribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire, deux produits qui émanent de la communauté d'agglomération, en cumul, elles représentent la somme de 7,875 millions d'euros en 2013 contre 7,886
millions d'euros en 2012, soit une légère diminution des dotations versées par Agripol Provence sur les 2 années. Abordons donc la fiscalité directe maintenant, et plus particulièrement le poste significatif des droits de mutation. Porté en 2012 par le dynamisme de cette taxe additionnelle, ce poste est marqué en 2013 par un léger repli de la recette. Elle s'est élevée en 2013 à 443 890 euros, alors qu'elle avait été de 445 998 euros en 2011. Examinons à présent, si vous le voulez bien, l'évolution de l'épargne. L'épargne est en légère augmentation, comme vous pouvez le constater sur ce tableau, page 2 du présent rapport, à un niveau élevé, voire identique à celui de 2012, à ce qu'il a été à la même échéance par rapport au précédent mandat. Pour mémoire, en 2008, l'épargne brute s'élevait à 3 600 000 euros. Notre taux d'épargne, rapport entre l'épargne de la ville et ses recettes réelles de fonctionnement, s'élève en conséquence, je le dis en introduction, à 22% en 2013. Quand, et cela je vous demande de bien le noter également, le seuil limite d'une collectivité locale est fixé à 8%. La zone orange de 7 à 10% et la zone verte au-delà de 10%. Nous sommes donc bien meilleurs que la zone verte que je viens d'évoquer. L'épargne brute de notre collectivité, à la faveur en particulier des efforts de gestion maintenus et importants, est ainsi restée tendanciellement supérieure sur ce mandat à ce qu'elle était dans le mandat précédent. Cette épargne importante nous a permis jusqu'à aujourd'hui, là aussi c'est un élément important qui n'est pas toujours compris, d'autofinancer l'intégralité de nos dépenses d'équipement et même d'engager un mouvement de thésaurisation nous garantissant d'aborder sereinement la fin de mandat, naturellement beaucoup plus dynamique en matière de dépenses d'équipement. L'épargne dégagée en 2013 nous permet d'autofinancer, cette année encore, on le verra sur le BS, la globalité de nos dépenses d'équipement sans aucun recours à l'emprunt. Je ne reviendrai volontairement pas sur l'objectif endettement zéro, même si nous n'en faisons pas un dogme absolu, l'atteinte de celui-ci illustre, renforce et conforte notre solidité financière. Penchons-nous à présent sur les dépenses d'équipement de l'exercice. Elles se sont élevées, ainsi que cela apparaît sur le tableau page 8, à 8,1 millions d'euros. Elles progressent ainsi entre 2012 et 2013 de près de 4 millions d'euros, ce qui confirme la montée en puissance et la pleine réalisation du plan d'équipement sur lequel nous étions engagés en début de mandat précédent. Le taux de consommation des crédits inscrits au budget primitif, sans les restes à réaliser, était de 43% en 2012. Il atteint près de 60% en 2013. Ces dépenses d'équipement représentent, et c'est un chiffre que je vous demande de noter également, un investissement de 971 euros par habitant, soit un ratio bien supérieur à celui observé par les communes de la même strate de population. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant, et nous en aurons bientôt terminé, procéder à l'examen des recettes d'investissement de la ville. Il s'agit principalement du FCTVA pour 753 180 euros, des subventions d'équipement pour 990 603 euros et des produits de cession pour 800 000 euros. La hausse constatée pour ces recettes d'investissement résulte des augmentations du FCTVA et des subventions d'investissement reçues qui sont naturellement corrélées à la réalisation des grands projets. Les produits de cession ont été pour l'essentiel alimentés par la vente d'un terrain situé à l'angle du boulevard Jean Jaurès Haut et du boulevard Gounod en faveur de 13 habitats pour un montant de 800 000 euros destinés à la construction de 48 logements. Je vous rappelle que la ville a en outre bénéficié de subventions pour divers équipements, le centre culturel, la place Saint-Jacques et les rues adjacentes et le centre de vie des seniors. Pour conclure, nous pouvons dire avec assurance que l'année 2013 a affiché un maintien de nos fondamentaux en matière de gestion, malgré deux aspects: les facteurs exogènes que nous subissons comme l'ensemble des collectivités locales et l'ouverture progressive des équipements nouveaux ou rénovés qui sont naturellement dans l'intérêt de Maurognac, comme nous nous y étions engagés. Nous restons toutefois dans une situation particulièrement saine, plus satisfaisante encore que celle qui était à la même échéance sous le mandat précédent, malgré une conjoncture beaucoup plus tendue.
Et pour conclure définitivement, je dirais que si nous ne considérons pas notre bonne situation financière comme une fin en soi, au moins considérons-nous comme une preuve du sérieux de notre gestion, mais aussi comme un moyen, celui qui nous permet de conserver des capacités à agir, y compris dans un contexte de crise, en faveur de certaines politiques publiques auxquelles nous sommes attachés, en faveur également de l'activité et l'attractivité de l'ensemble de notre territoire. Je voudrais dire un dernier mot et remercier la direction des finances, représentée en personne de Chantal Koskas, pour le travail accompli ces 6 dernières années. Une large partie de ce travail budgétaire lui revient. Je vous remercie. Faut-il des observations, des remarques? Nous nous abstiendrons pour cette délibération parce que nous n'étions pas aux affaires le mandature précédente. Néanmoins, nous avons quelques questions à poser par rapport aux chiffres que vous nous avez présentés. Tout d'abord, vous indiquez en impôts et taxes une augmentation des produits de recettes. Et notamment, vous dites qu'il y a une augmentation de 2,31% qui concerne notamment l'attribution de compensation versée par l'Aglopole. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été versé en 2012 et ce qui a été versé en 2013 en compensation? Je l'ai dit. Mais je n'ai pas retenu le montant parce que vous avez tellement dit de chiffres. Je pense qu'il y a eu une petite erreur dans le document. Il n'y a pas eu d'augmentation. Si on prend l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, en fait. Oui. Il y a eu un transfert de la DSC vers l'AC. Donc effectivement, mécaniquement, l'AC a augmenté. Mais si vous regardez bien la dotation de solidarité communautaire, elle a diminué d'autant. Il y a un delta de 20 000 euros. On est kiff-kiff au vu du volume. Ok. Enfin, moi, je lisais par rapport à ce que vous disiez, c'est que les augmentations étaient notamment dues à la... Ça, c'était dans le document. Ce que j'ai dit était corrigé, je corrigeais dans le propos. D'autre part, en termes d'atténuation des charges, chapitre 13, on voit qu'entre le compte administratif 2012 et 2013, il y a eu une forte progression, pratiquement le double, de recettes, de versements faits par la sécurité sociale, de remboursement de la sécurité sociale et de la SOFCAP. Oui. Alors, je trouve que c'est inquiétant d'avoir autant de remboursements. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de maladies. Absolument. Et beaucoup plus d'accidents de travail. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part des deux je n'ai pas la part concrètement des deux, mais je vous rejoins là-dessus. Vous savez qu'en 2005, la collectivité, 2005-2006, avait mis en place la PEPS, qui était d'ailleurs un des éléments au départ. L'objectif était de lutter contre l'absentéisme. Bon, le mécanisme qui avait été initié au départ n'a pas, entre guillemets, été pérennisé, sachant que il y avait deux volets sur cette PEPS. Il y avait la lutte contre l'absentéisme et derrière la prime sur entre guillemets, la valeur de l'agent, si on peut s'exprimer ainsi. Malheureusement, il y a eu un effet de lissage en fait de la PEPS qui n'a plus été ce moteur de lutte contre l'absentéisme, puisqu'il y avait une sanction très, très brutale en 2006-2007. Dès lors qu'on était absent X jours au niveau de la collectivité, on avait une PEPS qui était amoindrie de 500, il y avait des différences de 500-600 euros entre l'agent présent et l'agent absent. Donc, force est de constater aujourd'hui qu'il y a une recrudescence de l'absentéisme. Bon, il faudra l'analyser, mettre en place de toute façon des instruments pour lutter contre cet absentéisme, parce que même si on a la SOFCAP, je vous rappelle qu'il y a des jours de carence. Ces jours de carence, on les paye sur le chapitre 012. Et donc le delta, même si on a des recettes, vous l'avez remarqué, de 50 000 euros, je pense que le delta il est largement notre défaveur. Voilà. Donc je confirme ce que vous dites. Donc sachez qu'on mettra en place dans les mois à venir, dans les années à venir, en partenariat avec les syndicats, un moyen pour on n'a pas la proportion d'absentéisme par accident de travail, parce que ça, bon... je ne l'ai pas là, mais je pourrais vous la fournir. S'il vous plaît. Effectivement. Parce que bon, en termes d'accident de travail aussi, il faut être rigoureux, parce que bon, c'est la vie de nos concitoyens et des salariés de la communauté. Bilan social. Oui, il y aura un bilan social. Nous avons également des questions sur... Alors, dans un des tableaux, dans une annexe, vous faites référence à un tableau 3B. Alors, c'est dans le budget principal, dans le compte administratif, bien évidemment. Au niveau des dépenses, il est fait état et référence au tableau 3B concernant les opérations d'équipement. Donc, il y a toute une liste d'opérations d'équipement
qui va de 64 000 € jusqu'à 2,5 millions. Alors je suppose là-dedans qu'il y a les travaux. Vous n'avez pas la désignation, c'est ça? Voilà, on n'a pas la désignation et on n'a pas l'annexe, alors que dans le document il est écrit que l'annexe est jointe. Est-ce qu'il serait possible d'avoir cette annexe-là, notamment pour voir quelles sont les opérations d'équipement qui ont été réalisées? Alors, sachant que ça représente énormément de papier, je suppose que c'était ça que t'allais dire. C'est pas un détail exhaustif, mais au moins... parce qu'en fait, chaque opération d'équipement, les numéros que vous voyez là, ça correspond à une feuille A4 dans les annexes. Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'on ne les a pas mis, à mon avis, parce que ça faisait un bloc énorme. Mais on vous les transmettra dans la désignation, à la rigueur, uniquement la correspondance. À quoi ça correspond? Un tableau récapitulatif. Là, ça évitera de sortir des feuilles A4. Juste une petite précision là-dessus, si vous me permettez. Tout à l'heure, en fin de séance, vous aurez justement ces différents documents à paraffer. À ce stade, pour l'instant, sauf votre demande et votre choix de la municipalité, on a renouvelé notre processus de la mandature précédente et tous ces documents sont consultables au niveau du service des finances avant comme après le conseil municipal sur votre demande auprès de Chantal Koskas ici présentée. Juste par rapport à ça, en termes de transparence, il serait bon aussi de faire une petite liste récapitulative la prochaine fois sur les opérations d'équipement et la désignation. Ouais, c'est la désignation, c'est simplement savoir à quoi ça correspond, parce qu'on a des montants qui vont de 64 000 € à 2,5 millions. Non, c'est très clair. Ok, on complétera. Ensuite, on a des questions sur les investissements. Alors, ça sera sur le budget supplémentaire, mais on y reviendra après. Oui, si vous voulez m'aider. D'accord. Okay. Sinon, on n'a pas d'autres programmes. Bien, donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On peut faire revenir le président de séance. Les élèves. Rapport numéro 8, affectation des résultats. Budget annexe des pompes funèbres, monsieur Louis Duvier. Donc il s'agit de faire cette opération d'affectation des résultats qui émanent en fait du compte administratif du budget annexe des pompes funèbres. Donc en vertu de l'article 2311-5 du CGCT, la procédure d'affectation porte sur le seul résultat cumulé de la section de fonctionnement, soit 19 061 €. Le solde d'exécution de 47 034 de la section d'investissement fait quant à lui l'objet d'un report en section d'investissement, puisque vous savez que vous ne pouvez pas rebasculer de l'investissement vers le fonctionnement. Le résultat cumulé 2013 est composé du résultat de l'année 2012 augmenté de la part affectée à l'investissement et crédité du résultat de l'exercice 2013, soit un montant de 19 061 € qu'il convient d'affecter. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 9, affectation des résultats pour le budget principal. Oui, alors même principe sur le BP, on a enregistré, donc on l'a vu tout à l'heure, un résultat cumulé de la section de fonctionnement de 2,857 000 €, un solde d'exécution en section d'investissement d'1,4 million d'euros, qui fait, lui, l'objet d'un report en section d'investissement, même principe que sur le budget annexe. Donc, on vous propose de, en fait, reporter en section de fonctionnement les 2,8 millions d'euros. Et donc, comme on n'a aucun besoin de financement en section d'investissement pour nos équipements, on vous demande de le réaffecter en fonctionnement. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient?
Rapport numéro 10. Budget supplémentaire, budget annexe des pompes funèbres. Monsieur Alors, Louis. oui. Le budget supplémentaire 2014 des pompes funèbres permet d'intégrer le résultat antérieur tant en investissement qu'en fonctionnement, c'est ce qu'on vient de délibérer précédemment, de procéder à l'écriture d'affectation, d'ajuster des crédits non prévus lors du BP. Il est rappelé que le budget supplémentaire est un budget de report et un budget d'ajustement. En section de fonctionnement, les dépenses s'élèvent à 110 000 €. En construction de caveaux, les recettes s'équilibrent du même montant et se décomposent ainsi: le produit de la vente des caveaux, l'écriture comptable d'ordre relative à la prise en compte du stock des caveaux au 31 décembre 2014, une subvention d'équilibre afin d'éviter une hausse trop importante de la tarification des caveaux. Je m'arrête juste un instant là-dessus. Il y a eu une augmentation de plus de 50%, 58% de mémoire, par rapport à la construction des 27 ou 30 caveaux. On a décidé en fait de mettre cette charge-là supplémentaire, de corriger cette charge par une subvention d'équilibre et non pas par une augmentation des tarifs à la population. D'où la subvention d'équilibre qu'on retrouve dans le BS d'ailleurs, si vous l'avez bien remarqué, au niveau du budget principal. Et puis les recettes se décomposent également d'un excédent intérieur. Côté investissement, les dépenses d'investissement s'élèvent à 47 034 € et concernent l'écriture comptable d'ordre relative à la prise en compte du stock prévisionnel au 31 décembre 2014, un montant de travaux prévisionnels pour 5 063 €. Les recettes d'investissement s'équilibrent du même montant par l'excédent antérieur. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 11. Budget supplémentaire pour le budget principal. Monsieur le Rudulier. Alors, mes chers collègues, je vais donc effectivement vous présenter le budget supplémentaire pour l'année 2014 qui fait suite au vote du compte administratif et à l'affectation des résultats. Rappelons néanmoins en préambule que cette procédure budgétaire est singulière au sein de la collectivité puisque nous avions fait le choix délibéré d'établir un budget primitif n'engageant que peu de dépenses structurelles afin de respecter la respiration démocratique que représentait l'élection municipale de mars 2014. Dans un cadre budgétaire général, je rappellerai que comme les années précédentes, grâce à des recettes propres, dynamiques et des dépenses de fonctionnement cadrées depuis 12 ans maintenant, la ville a pu jusqu'à présent assimiler les baisses significatives des recettes provenant de l'État tout en maintenant un effort d'investissement soutenu sans recourir à l'emprunt et tout en offrant un élargissement conséquent de l'offre de services publics par la réhabilitation d'équipements structurants. Je préciserai également, toujours dans ce cadre général, que pour la 13e année consécutive, les taux d'imposition restent inchangés, avec un niveau de pression fiscale sur les contribuables parmi les plus faibles si l'on compare avec les communes de même strate. Alors pour aborder le budget supplémentaire à proprement dit, tout d'abord examinons l'équilibre budgétaire 2014. Le budget primitif consolidé par le budget supplémentaire 2014 s'établit à 20 769 000 €. Je vous passe les centaines. Tout d'abord, en section de fonctionnement, les dépenses réelles s'élèvent à 17 720 332 € et les recettes réelles à 17 869 982 €. Nous aboutissons, comme vous avez pu le constater, à des dépenses réelles de fonctionnement qui progressent de 6% de BP 2013 à BS 2014 et des recettes réelles de fonctionnement qui progressent quant à elles de 0,9% toujours de BP 2013 à BS 2014. S'agissant de la section d'investissement à présent, les dépenses s'élèvent au BS 2014 à 5 616 048 € contre 10 846 630 € au BP. Les dépenses d'équipement s'élèvent quant à elles à 5 333 000 € contre 10 604 000 € au BP 2013. Cette inflexion des dépenses d'équipement est conforme à notre anticipation sur le rythme de réalisation du plan d'équipement 2009-2014. Ainsi, après la confirmation en 2013 du pic
que nous attendions avec plus de 10 millions de réalisations, nous serons plus proches des 5,6 millions en cette année de renouvellement de mandat. C'est donc un repli classique qui illustre les années de thésaurisation importantes avant la réalisation de projets structurants du mandat à venir. Examinons à présent les dépenses réelles de fonctionnement. Nous commencerons, si vous le voulez bien, par le poste le plus important, la masse salariale. Elle est estimée à 9 980 000 € au BP plus BS 2014, ce qui fait que les dépenses de personnel enregistrent une stagnation par rapport au BP 2013. Ceci démontre la bonne maîtrise de ce poste de dépense malgré plusieurs facteurs endogènes ou exogènes. Tout d'abord, l'effet glissement vieillesse-technicité, estimé entre 1,5 et 3%, puisque fonction de l'évolution de la pyramide des âges de la collectivité. Ensuite, la hausse des charges patronales en lien avec la progression des taux des cotisations employeurs à la CNRACRL, mais aussi la hausse du SMIC de 1,1% au 1er janvier 2014. Et enfin, l'abrogation de la journée de carence et les opérations électorales en 2014, 3 tours de scrutin. Néanmoins, cette stagnation de la masse salariale pourrait être profondément remise en question dans les semaines à venir, après estimation des ressources supplémentaires nécessaires à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014, mais nous y reviendrons. Les charges à caractère général, à présent, elles s'élèvent à 5,7 millions d'euros et enregistrent une progression prévisionnelle de 12% par rapport à l'an dernier. Cette augmentation conséquente de ce poste de dépenses s'inscrit dans un contexte à la fois d'élargissement de l'offre de services publics de la ville, avec l'ouverture de nouveaux équipements, d'augmentation du taux de TVA ayant un impact non négligeable sur l'ensemble des achats de prestations et de fournitures, et également d'augmentation du coût des fluides qui représente 1 056 000 € sur les charges à caractère général. Parallèlement, nous noterons en particulier l'effort porté sur l'entretien des espaces verts communaux avec une enveloppe supplémentaire de 113 000 € de BP à BP, soit 85 000 € supplémentaires inscrits au BS. La maintenance au 61,56 qui s'élève cette année à 584 000 € fait l'objet d'un ajustement également de crédit, et les autres faits divers qui bénéficient d'une enveloppe supplémentaire de 55 910 €. Sur le chapitre 011, il est à noter également que d'autres lignes budgétaires ont fait l'objet d'ajustements sans aucune incidence budgétaire. Examinons à présent les subventions aux associations qui justifient l'augmentation du chapitre autres charges de gestion courante. Les subventions aux personnes de droit privé s'établissent à 540 000 € en 2014 contre 500 000 € au BP 2013, soit une progression de 2,2% de BP à BP. Cette évolution est essentiellement justifiée par certaines extensions de périmètre sur les activités conduites par le tissu associatif. Nous en terminerons, si vous le voulez bien, par les autres charges et les évaluations de produits. Notamment, ce poste enregistre une forte évolution sur le BP 2014, liée à la montée en puissance pour la deuxième année consécutive de la contribution de la ville au Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le montant prévu au BP 2014 pour le FPIC s'élève à 152 000 €, soit une nette progression par rapport à la somme versée en 2013, où ce montant était seulement de 50 000 €, soit une augmentation de 292%. Les anticipations tiennent en effet compte de la montée en puissance sur 5 ans, je rappelle, de ce dispositif. Nous avons vu les dépenses réelles, examinons à présent les recettes réelles de fonctionnement. Pour mémoire, je vous rappelle qu'elles se composent pour l'essentiel d'une part de la fiscalité directe locale qui génère au BP 2014 plus de 32,9% des recettes réelles de fonctionnement, de l'attribution de compensation à laquelle vient s'ajouter au budget supplémentaire la dotation de solidarité communautaire pour un montant de 341 000 €, l'ensemble représentant 44% des recettes réelles de fonctionnement. D'autre part, des dotations de l'État qui représentent un peu plus de 11% des recettes de cette même section, le budget supplémentaire venant corriger de moins 87 600 € les prévisions initiales suite au pacte de responsabilité et de solidarité, impactant notamment la dotation forfaitaire et les compensations d'exonération de fiscalité.
Et enfin, les produits de service qui représentent 6,2% de cette section, à savoir que 101 000 euros supplémentaires sont inscrits au budget supplémentaire. Cela correspond à des ajustements de crédit pour la mise à disposition du personnel communal au 4e trimestre 2013 par rapport au centre communal d'action sociale et au comité d'œuvre sociale. Les recettes réelles de fonctionnement s'établissent au total à 17 869 000 euros. Nous avions en effet pris un engagement en 2008 comme en 2014 vis-à-vis des Rognacais, celui de préserver la stabilité des taux d'imposition sur l'ensemble du mandat. C'est ce que nous avons fait. Il paraît donc important de souligner que pour la 13e année consécutive, nous allons continuer à respecter cet engagement, et ce, malgré certaines contraintes. Un contexte de crise financière et ses conséquences, la volonté de l'État de faire lourdement contribuer les collectivités locales au redressement des finances publiques de notre pays, les phénomènes de redistribution qui sont instaurés entre les collectivités territoriales et qui nous défavorisent, je veux bien sûr parler du fameux FPIC, et enfin la contribution à la remise à niveau des régimes sociaux, et en particulier des régimes de retraite qui nous est demandé. Attardons-nous sur l'important sujet de la détermination de l'épargne brute, malgré un effet ciseau logique sur un début de mandat. Entre les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement, les ratios d'épargne prévisionnelle restent satisfaisants. Si l'épargne dégagée à fin 2014 se contractera ainsi sensiblement sous l'effet des mesures budgétaires de l'État, de la progression des charges à caractère général et de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, elle restera néanmoins sur des niveaux très élevés. Elle nous permet d'ailleurs, dès aujourd'hui, de rester dans la logique d'autofinancement, d'un autofinancement très élevé, puisqu'il est en concordance avec les dépenses d'équipement, elles-mêmes dans un mouvement de reflux classique sur un début de mandat, comme je vous l'indiquais dans mon introduction. Poursuivons par les dépenses d'investissement. Le volume des dépenses d'investissement sur 2014 s'élève à 7 576 000 euros. Il est certes en retrait de 3 359 000 euros environ par rapport au BP 2013, mais il reste toutefois sur une tendance très soutenue. Cet effort d'investissement que la ville a su préserver grâce à un autofinancement solide contraste avec la situation à l'échelle nationale. En effet, l'année 2013 a vu une progression très faible des dépenses d'investissement sur le secteur public local, constatée à ce stade du cycle d'investissement. Ces dépenses ont ainsi progressé seulement de 2,9% pour les communes en 2013, contre 14% en 2000 et 7,6% en 2006 par exemple. Enfin, sur Rognac, ces dépenses progressaient de plus de 13% en 2013 en comparaison avec les 2,9% à l'échelon national. Dans un contexte donc préoccupant d'un point de vue économique national, il faut constater que la ville demeure néanmoins un moteur fort en termes d'investissement public avec donc ces 7 576 000 euros d'investissement. Regardons maintenant la structure de financement des investissements de l'exercice 2014. Le financement de ces investissements sera assuré principalement en priorité par l'autofinancement avec un virement de la section de fonctionnement de 2 464 000 euros au budget supplémentaire qui s'ajoute au prélèvement antérieur de 581 000 euros. Ensuite, par des recettes propres d'investissement s'élevant à plus de 752 000 euros au BS 2014, au BP 2014, c'est-à-dire le FCTVA, les subventions d'équipement à percevoir. Regardons la répartition maintenant des dépenses d'équipement par mission. À l'inverse de la section de fonctionnement, la répartition des dépenses d'équipement varie d'une année sur l'autre selon l'avancement du plan d'équipement et en fonction des types d'équipements réalisés. Nous retrouvons cependant des ordres de grandeur proches. Le secteur des espaces publics représente toujours une part importante de la réalisation du plan d'équipement, avec en premier lieu le plan pluriannuel de rénovation de voirie, avec comme principaux travaux envisagés dans les 6 prochains mois, je cite, c'est pas une liste à la Prévert, mais avenue Joseph Gunaud, rue de Poligny, rue Saint-Bonnet, rue Jean Giono, chemin du Puy de Rognac, des Bassins, la restructuration qualitative du parking des Girondins, la création d'un trottoir sur un fossé existant à l'avenue René-Cassin et l'aménagement de stationnement rue des Cades. Tout ceci pour un montant global de plus de 2 millions d'euros.
suivi par le secteur scolaire avec principalement la réfection des cours d'école pour 100 000 €, la rénovation des chaudières des maternelles Les Jardins et la Martine et du groupe Marcel Pagnol pour 40 000 €, la réfection de la toiture de la maternelle des Jardins pour un montant de 32 000 €, la création d'une aire de jeu à l'intérieur de la cour d'école de Marcel Pagnol estimée à un montant de 13 000 €, le réaménagement de l'entrée du collège Cousteau pour 55 000 €, le remplacement des stores extérieurs du groupe Romain Roland pour 96 500 € et le lancement de l'étude de requalification de l'aire de jeu et du parc des Frégates pour 30 000 €. Puis vient ensuite le secteur de la sécurité publique avec la mise en place de la deuxième tranche de la vidéoprotection avec comme principaux objectifs la couverture des places publiques, des espaces de vie et des entrées des groupes scolaires pour un montant de 430 600 €. Enfin, et pour conclure ce rapport, je dirais que l'exécution de ce budget supplémentaire concrétise à part entière les objectifs qui traduisent les engagements de notre municipalité, une fiscalité modérée et stable depuis 2001, des dépenses de fonctionnement contenues dans un contexte de développement et d'amélioration des services rendus à la population, avec la mise en service notamment d'équipements structurants, une programmation d'investissement très soutenue dont la réalisation est montée en puissance sur la deuxième partie du mandat précédent, ces projets ayant pour objectif premier d'offrir à nos concitoyens des infrastructures adaptées, et enfin l'absence de dette depuis 2007. Ces objectifs constituent notre cap, celui que nous poursuivons sans relâche depuis 2008. Certes, 2014 est un tournant pour les finances publiques locales, puisqu'à l'érosion de l'enveloppe des dotations constatée depuis plusieurs années se substitue à compter de cette année une importante diminution des concours financiers de l'État aux collectivités, et selon toute vraisemblance également en 2015, voire au-delà. Certes, cette mesure phare du projet de loi de finances pour 2014, très pénalisante, se cumule avec d'autres événements qui contribuent également à la dégradation du contexte budgétaire propre aux collectivités territoriales. Pour être totalement transparent avec l'Assemblée, il est aussi évident que la mise en œuvre des rythmes scolaires dès septembre 2014 viendra contrarier quelque peu la trajectoire budgétaire que nous avions projetée. Il nous faudra anticiper des dépenses de fonctionnement, notamment sur les chapitres 012 et 011, à travers une décision modificative qui aura comme impact de réduire sensiblement le niveau d'épargne de gestion que nous nous étions fixés. Mais néanmoins, nous sommes bien loin des propos caricaturaux qui ont été tenus ces derniers mois par certains conseillers municipaux dans le cadre de la campagne électorale. Je tiens à rassurer les Rognaquais sur deux points qui nous paraissent essentiels. Nous n'avons aucunement vidé les caisses. Les dépenses de la collectivité ne sont pas supérieures aux recettes. À lire ou entendre cela, j'ai tendance à me dire que nous n'avons pas, vous répondrez après, M. Gérard, que nous n'avons pas dû participer au même... S'il vous plaît, laissez-moi terminer, je vous donnerai la parole après. Nous n'avons pas dû participer au même conseil municipal durant la mandature précédente, car s'il y a bien un mot que nous répétons inlassablement depuis plusieurs années, c'est bien le mot rigueur. Rigueur dans la gestion que nous conduisons. Est-ce qu'une ville, dans une situation financière solide, comme nous le sommes, pourrait d'ailleurs réussir à l'être sans porter une attention très vive à ses dépenses, sans déployer les efforts nécessaires année après année pour maîtriser ses charges, à moins de profiter d'une manne financière que nous n'avons pas, enfin je ne crois pas. Ainsi, et j'en terminerai, malgré la crise financière, malgré la crise économique, malgré la crise des finances publiques, nous avons gardé la même vision, celle de la rigueur dans la gestion, une rigueur mise au service d'un renchérissement des services publics offerts à nos concitoyens et d'une politique d'investissement ambitieuse qui n'a pas failli depuis plus de 10 ans. Nous prenons chaque année des décisions de gestion qui nous permettent de poursuivre notre action et de nous adapter à un contexte toujours plus difficile. Et les résultats que nous avons obtenus parlent pour nous. Peu de collectivités peuvent en effet se prévoir d'une dynamique et d'un bilan positif tels que les nôtres. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, le budget supplémentaire soumis à ce jour à votre vote réussit un pari, celui de conserver un élan optimiste et volontariste qui continuera à porter notre territoire et vers l'achèvement ou la poursuite de nombreux équipements, un élan optimiste et volontariste qui s'associe à un élan renforcé de rationalisation de la dépense publique de notre collectivité. Je vous remercie. J'ai terminé. Oui. Vous allez refaire certaines voies. Qu'est-ce qui a guidé votre choix sur ces rues? Quel a été le fil conducteur? Parce que dans la liste, là, je ne vois pas le boulevard Frédéric Mistral, par exemple, qui est complètement défaussé, quoi.
Donc, Le je voudrais problème savoir du boulevard quel- Frédéric Mistral, c'est qu'avant de refaire la voie, il faut refaire toute la tuyauterie dessous. Hein. D'accord. Voilà. Donc, les gros investissements, ça ne vous fait pas peur jusqu'à maintenant. Non, mais il faut programmer au niveau, parce que le réseau eau et assainissement, c'est au niveau de l'aglopole. Et l'aglopole, donc, il y a une programmation aussi qui se fait sur l'ensemble des communes, sur l'ensemble des 17 communes. Donc le boulevard Frédéric Mistral est programmé dans un avenir Dans un avenir, oui. plus ou moins proche. Pardon? Non, mais Plus ou moins proche. il a une caractéristique, excusez-moi monsieur, Parce que c'est essentielle, quand même c'est une- qu'il est très très long en termes de distance Bien et que sûr. le coût impacté au niveau d'Aglopole Provence, ça veut dire qu'il y a des communes au sein d'Aglopole qui, sur une année, ne verront pas de travaux parce que tout sera concentré sur Rognac. C'est quand même une des avenues principales de Rognac et c'est quand Absolument. même la plus défenseuse. Mais vous avez entièrement raison, mais il est normal de faire avant les travaux en sous-placement. L'argent qu'on avait, on pouvait le mettre de côté pour pouvoir faire le boulevard Frédéric Mistral. C'est pas notre Non. compétence, hein. C'est plus notre compétence. De monsieur quoi le Gérard. boulevard Frédéric Mistral? Non, non, On mais ne les réseaux. peut plus payer. Ah, d'accord, les réseaux. La ville ne peut plus payer la réfection des réseaux d'eau et d'assainissement. On est tributaire des décisions d'Aglopole Provence dans ce domaine-là. quoi. Donc au niveau d'Aglopole Provence, la réflexion du boulevard Frédéric Mistral est prévue. Elle est prévue, oui. Vous avez la date? Non, ils n'ont pas Non, donné de... non. Non. Et c'est prévu dans la mandature ou plus tard? Oui, dans la mandature. Dans la oui, oui. mandature. Vaut mieux, oui. Non, mais Non, mais avec la métro. avec la métropole qui arrive. Non, mais il y Ça a... sera avant 2016 alors? Non, mais il y a des... non, pas avant 2016. Mais il y a des priorités aussi au niveau d'Aglopole Provence et des contraintes. Par exemple parce que c'est le même budget, hein, c'est la réfection de la station d'épuration de la Phare. Voilà, donc c'est le même budget au assainissement. J'espère qu'on se bat sur nos dossiers. Je vous fais entièrement confiance là-dedans, mais on n'a pas vu grand-chose aujourd'hui d'Aglopole Provence. En termes de voirie, peut-être, Camille Pelletan, ils ont financé aussi la voirie? Non. On n'a pas fait les Non, réseaux. mais la voirie, c'est pas... Non, mais au niveau des réseaux, on n'a pas refait un peu les réseaux, Camille Pelletan? C'était les... Sur les voies C'était adjacentes. léger. Sur les voies Sur les voies adjacentes. adjacentes, C'est c'est ça, ça. vous avez raison, c'est Aglopole Provence qui a participé, effectivement, comme c'est sa compétence. On vient de faire, là il y a 3 semaines, un mois, une extension du réseau d'assainissement à rue de la Sarriette au Barjaquet. C'est Aglopole Provence qui a payé. Non, mais bon, comme on voit pas tout ça, nous, ce qui se fait au niveau de l'Aglopole, donc ça serait bien qu'un jour d'ailleurs on puisse voir ce que l'Aglopole fait au niveau de la ville de Rognac, en termes de travaux, notamment de voirie ou d'assainissement ou autre. Ça serait bien qu'un jour vous mettiez cela en information. Hein. Alors, moi j'ai une question concernant les études. Je vois qu'il y a une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le budget supplémentaire du plan local d'urbanisme. Même si j'étais pas aux affaires à l'époque, mais je crois que ça a été voté en 2009, le PLU, qui avait eu des cabinets qui avaient été mandatés pour cela. Je vois qu'en 2012, il y avait 30 000 euros qui ont été investis, tout au moins engagés. Et je voudrais savoir, aujourd'hui, ce qui a été engagé depuis le début des investigations que nous avons menées, et si c'est un nouveau cabinet qui va être contacté maintenant pour faire la suite des travaux, parce que là aussi il faut qu'on avance, puisque autant je me souviens, c'est en 2017, dernier délai, qu'il faudra que le PLU soit sorti. Donc voilà, est-ce que vous pouvez me répondre à toutes ces questions-là? Oui, juste sur le PLU, il me semble qu'on a délibéré, ça remonte en 2012, avant juin 2012 ou 2013, je ne sais plus, 2012. C'est pas 2009, c'est 2012, sur le passage du poisson plus. Oui. Pourquoi avant juin? Parce que sinon on perdait entre guillemets la maîtrise d'ouvrage de conduite du PLU, hein, et ça passait à la rigueur au niveau de l'intercommunauté ou dans le cadre de la réforme territoriale à la métropole. Bon. Pourquoi on a mis en stand-by Vous savez que vous avez un document qui est supracommunal qui s'appelle le SCOT et qui s'impose aux communes. Donc vous avez dans le SCOT des recommandations, dont acte, mais surtout des prescriptions. Et de toute façon, toutes les communes qui avaient lancé leur PLU sont obligées de faire une révision du PLU pour s'adapter au SCOT. Donc, étant donné que le SCOT a été approuvé de mémoire toujours en 2012 ou 2013, nous avons préféré attendre l'approbation du
du SCOT avant de lancer la réflexion et de prendre l'ensemble des informations qui concernaient Rognac dans le SCOT pour l'adapter au niveau du flux. Voilà. D'où la séquence. Donc, mais n'ayez crainte, étant donné qu'on a engagé la délibération du passage du POS en plus, nous ne perdons pas la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Non, sur ça, j'ai pas de souci. Simplement sur ce que vous êtes en train de dire sur le SCOT et le PLU. Effectivement, le SCOT est supra, je dirais, autoritaire entre guillemets, par rapport au PLU. Ceci dit, les communes qui avaient déjà un plus ou qui avaient engagé un plus ont pu, dans la mesure du possible, prendre en compte dans le SCOT les avancées qu'elles avaient dans le PLU. Alors, pas dans la totalité, mais tout au moins dans les directions, dans certains domaines, pas dans tous les domaines évidemment. Rappelez-vous, enfin, vous n'étiez pas vos affaires, mais dans le cadre de l'approbation du SCOT, il y avait eu une séance du conseil municipal avec une liste de réserves qui avait été émise par la commune parce qu'on avait anticipé le passage du POS en plus. Et toutes ces réserves ont été réintégrées dans le SCOT. Donc pour l'heure, il n'y a rien qui nous contrarie au niveau du SCOT pour l'appliquer au niveau de notre plus. Voilà. On verra quand on fera le plus comment ça va se passer. Alors, ceci dit, vous dites qu'il y a donc une assistance à maîtrise d'ouvrage. Est-ce qu'on va travailler avec les mêmes cabinets qui avaient commencé à travailler sur le sujet? Est-ce qu'il y a des cabinets qui ont commencé à travailler sur le sujet? Je pense que oui, quand même. Il y avait eu un cabinet qui avait commencé, justement, on a pris ses conclusions pour intégrer les réserves que l'on avait au niveau du SCOT. Ce cabinet a fini sa mission et donc c'est une nouvelle consultation qui démarre. J'ai vu que dans les dépenses de 2012, en 2012, il y avait 30 000 euros qui avaient été investis. Non, oui, il y a 30 000 euros budgétés. Mais ça n'a pas été engagé? Ce qui a été engagé, c'est le paiement de la mission partielle de 10 000 euros. D'accord. J'ai une petite question, s'il vous plaît, concernant le coût envisagé pour la réforme des rythmes scolaires. Vous avez une idée quand même de ce que ça va coûter à la municipalité? Alors on est en train d'affiner, parce que de toute façon je pense qu'il y aura un conseil municipal extraordinaire au mois de juillet pour voir les incidences budgétaires et vous présenter l'organisation future. Il est évident que l'on est sur une fourchette qui s'affine. Rappelez-vous, dans une délibération précédente, on était de 200 000 à 600 000 euros. On est en train d'affiner, on est sur du 300 400 000 euros. Et ça sera réparti donc sur les deux chapitres 011, 012. Très peu en investissement, parce que d'abord c'est du matériel d'encadrement. Une autre petite question concernant les stores de Marcel Pagnol. Vous allez mettre les mêmes stores qu'à l'école? Non, c'est l'inverse. Non, c'est les stores de Marcel Pagnol. Les stores de Marcel Pagnol. Non, là on parle de bien. Excusez-moi, oui, voilà, on parle de stores extérieurs. Voilà. Donc c'est les stores qui étaient mis, rappelez-vous, sur Pagnol avant. Vous avez vu le montant, c'est conséquent, 96 000 euros, donc c'est vraiment des stores extérieurs qui servent pour le soleil comme pour la pluie. D'accord, donc c'est une différence de store, parce qu'a priori à Pagnol, les gens n'étaient pas, enfin les parents n'étaient pas très satisfaits. Effectivement, ça valait absolument rien, même si le coût était 10 fois moindre. Mais ouais. C'est pour ça que ça peut paraître 96 000 euros, ça peut paraître énorme pour des stores, mais quand on regarde la qualité derrière, c'est pas la même. Ok, ça va, merci. Une petite question sur l'achat du mobilier pour l'espace Saint-Jacques. Quel type de mobilier s'agit-il? Est-ce que ça n'a pas été prévu au départ? Ce sont, de mémoire, encore une fois, des tables et des chaises pour l'extérieur. D'accord, ça n'avait pas été prévu au départ? Non, absolument pas. Ce qui était prévu dans l'opération, c'est uniquement l'équipement et, entre guillemets, le mobilier de l'équipement. Là, c'est en fait donc là, c'est pour l'extérieur, ça n'avait pas été prévu au départ. J'ai aussi deux questions. Sur les travaux de la réfection des façades du CAM. Oui. Les travaux ont commencé début février, nous sommes fin juin. Donc il y a quand même de gros soucis de sécurité. Donc là ça va, on arrive aux vacances, donc on est un peu soulagé. Et on aurait voulu savoir donc le montant de ces travaux, puisque en plus vous avez annoncé qu'elles devaient être prises en charge par les assurances. Oui, alors j'ai plus en tête le montant des travaux. Il doit y avoir 210 000.
Ouais, 120 000, bon. C'est 120 000 euros, ça restera à confirmer, mais c'est l'ordre de grandeur. Mais je vous rejoins sur un aspect, c'est le déroulement des travaux. Effectivement, on a eu quelques soucis avec l'entreprise, tant en termes de conduite de travaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous savez de quoi je parle, qu'au niveau de la qualité du travail fourni, hein, puisque si ça dure encore, c'est qu'ils ont gratté à 2 reprises l'enduit qui n'était pas satisfaisant en termes de qualité. Ça ne coûte pas plus cher pour la ville. Cette longueur, ça n'entraîne pas les coûts supplémentaires. Ah non, non, si c'était la question, non, pas du tout. Par contre, effectivement, l'entreprise faut quand même mettre à l'encre rouge au niveau de la collectivité. Et puis ils n'ont pas dû gagner grand chose. L'assurance, est-ce que les assurances nous ont remboursé quelque chose dans les travaux ou pas encore? Ce qui est prévu. Est-ce qu'on a... Alors, je serais tenté de dire que cette opération budgétaire, c'est une opération avec un excédent pour une fois. Je ne vais pas le dire trop fort, mais d'une part, il y a la prise en compte des assurances par rapport à la garantie décennale. Et deuxièmement, rappelez-vous, il y avait une subvention de la part du Conseil général pour financer ces travaux. Donc en fait, si on fait la balance de l'opération, on est largement excédentaire. C'est exceptionnel. Et ensuite, au niveau du centre culturel, il y a marqué travaux supplémentaires, escalier de secours et baquets de fondation de l'auditorium. Ouais. C'est un peu surprenant qu'en travaux supplémentaires, on retrouve des escaliers de secours. Là, ça devrait être prévu dans la conformité de l'équipement. Je pense que suite à la demande de la voisine, on va dire, donc la personne qui a la maison juste devant, il y a eu un léger déplacement de ces escaliers. Les escaliers de secours, ils étaient prévus. Assurez-nous. Voilà. Non, ils ont été déplacés parce que les limites de propriété, etc. Alors, plutôt que de rentrer dans une procédure juridique interminable, on a légèrement déplacé, monté un petit muret, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un coût supplémentaire. En termes de rénovation des chaudières, alors j'ai noté tout à l'heure que vous disiez parce qu'il y a 2 postes, il y a un poste dans lequel vous dites rénovation des installations de chauffage à l'école des Jardins, dans la maternelle des Jardins, et puis ça c'est dans les travaux, et dans les bâtiments, dans les principales dépenses, vous dites rénovation des chaudières dans divers bâtiments. De quel bâtiment s'agit-il? Vous avez parlé il me semble, de la Martine, mais est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les maternelles, les Jardins et la Martine. D'accord. Et donc le groupe Marcel Pagnol. Et Pagnol. Mais moi, Pagnol, les Jardins sont cités 2 fois ou c'est 2 choses complètement différentes? Parce que dans la liste des travaux, vous citez nommément la maternelle, dans le rapport 11. Hein. Oui. Et dans la page qui suit, vous dites rénovation des chaudières dans divers bâtiments, mais vous ne citez pas de bâtiments. Donc c'est uniquement Pagnol et la Martine. Non, oui, d'accord. Fiez-vous à ce que je dis, parce que j'ai repris en fait l'ensemble des arbitrages qui avaient été effectués par les services techniques, donc c'est bel et bien ça le montant, c'est les trois établissements scolaires. Et en termes de centrale, vous dites que de centrale d'alarme, pardon, vous dites que vous allez faire quel remplacement dans certains bâtiments. De quel bâtiment s'agit-il? Je ne pourrais pas vous dire. Roland, est-ce que tu le sais ça? Les centrales d'alarme. C'est les bâtiments administratifs. Oui, Plusieurs écoles. Ouais. Jean Jaurès, entre autres. Plusieurs écoles, à Saint-Jean Jaurès, ça fait. D'accord. Moi, je voulais poser une question. La première tranche de vidéoprotection a coûté 423 000 euros. Là, la deuxième tranche, c'est 430 000 euros. Est-ce qu'on peut considérer qu'après la deuxième tranche, la commune est couverte ou pas du tout? Rappelez-vous, il y a 3 tranches de prévues, hein, puisqu'on a fait un marché sur 3 ans. Oui. Donc, on est sur la deuxième. La troisième s'orientera plus vers les zones d'activité économique. Donc, ce sera plutôt vers les zones industrielles. Les zones industrielles. Pourquoi? Parce que vous Il pouvez y en pas a déjà, mettre... on en a mis dans la zone industrielle. L'avenue du 8 mai, peut-être 45, mais enfin, il n'y a que là, hein, principalement. Mais la raison d'équiper les zones industrielles, vous savez qu'elles sont sujets souvent à des vols hein, au niveau des locaux, et vous ne pouvez pas en fait globalement aménager la zone des plans et l'équiper en
vidéoprotection et délaisser l'ensemble des zones d'activité, puisque l'attractivité, elle doit être sur l'ensemble de la zone, quoi. Donc d'où le séquencement sur 3 ans. Là, ce que vous avez cité, c'est le centre-ville, quoi. Les écoles, les places, tout ça. La deuxième tranche. Ça va plus loin que le centre-ville. Je pense par exemple sur les bars Jacquet, vous avez le parc du Souléou, le parc du Gardéou, enfin tout ça. Là où il y a, entre guillemets, potentiellement une activité, des rassemblements de personnes, on s'orientera vers l'installation de caméras. Ça, c'est la deuxième tranche, c'est cette année. Et donc la troisième tranche, c'est les zones d'activité, ça sera à peu près le même montant. Alors ça, on n'en sait rien pour l'heure, puisqu'on n'a pas estimé le nombre de caméras. Et puis il faut voir qu'il y a un impact quand même par rapport au CSU, hein, au centre de supervision urbaine, puisque dès lors qu'on multiplie le nombre de caméras, vous multipliez le nombre d'écrans, le nombre d'opérateurs, etc., etc. Donc il y aura des coûts de réaménagement, peut-être dans 2 ans, du poste de police municipale. D'autres questions? Pardon. D'autres questions? Non. Non, mais qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 12. Subvention aux associations locales. Monsieur le Rulier. Voilà, je vais demander à Mme Strodo de sortir, puisqu'elle est concernée. Donc, voilà. Pas beaucoup, mais non. Oui, donc, rappelez-vous, là, en séance du 12 février dernier, le conseil municipal avait voté des subventions accordées aux associations locales. Il est proposé, lors de cette séance, d'accorder des subventions de fonctionnement supplémentaires et des subventions exceptionnelles liées à des projets. En ce qui concerne le comité des œuvres sociales du personnel communal de Rognac, il s'agit du complément de 28 000 € à la subvention de fonctionnement accordée en février dernier. Pour mémoire, on était à 88 400 € en 2013, nous sommes à 88 000, donc il y a vraiment une stagnation par rapport à la subvention de fonctionnement du COS. En ce qui concerne les subventions exceptionnelles, le premier dossier concerne l'association des Mary Poppins. Il s'agit de financer la création d'activités de socialisation des enfants qui seront accueillis par cette association pour une somme de 1 000 €. Dans le cadre de la participation aux concours nationaux, la fabrication de survêtements avec flocage aux couleurs de la ville, l'association RCL est partiellement prise en charge pour un montant de 460 €. Les Restos du Cœur, qui organisent l'opération Départ en vacances, demandent un soutien à hauteur de 200 € qui sera conditionné à la participation de Rognacais à cette action, parce que vous savez que les Restos du Cœur, ce n'est pas une association locale, hein, c'est une association nationale, donc les 200 € devront être fléchés. Mais comme c'est une subvention exceptionnelle, nous pouvons demander, entre guillemets, a priori du paiement des factures et les noms des personnes, les noms des Rognacais. L'Amicale des sapeurs-pompiers a réalisé une formation au premier geste de secourisme pour les 5 classes de CM2 des groupes scolaires de Rognac qui nécessite une participation communale de 60 € par classe. Enfin, il faut prévoir 2 subventions pour le cercle nautique de Rognac qui organise durant l'été 2 stages pour nos structures jeunesse. Je vous fais grâce de la lecture des 2 stages, de la durée, du nombre de participants. Et donc, le but, c'est d'approuver la subvention de fonctionnement du COS à hauteur de 28 000 € et les subventions exceptionnelles à hauteur de 5 560 €. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 13. Demande de financement au Conseil général au titre de l'aide aux travaux de proximité. Je croyais que ça durerait plus longtemps. Alors, les 3 prochains rapports sont similaires, sauf qu'ils concernent des opérations d'investissement
différentes. Ce sont des demandes de financement auprès du Conseil général au titre de l'aide aux travaux de proximité. Je vous rappelle que cette notion-là de travaux de proximité, c'est une subvention qui peut être accordée au taux de 80% du coût hors taxe des travaux, plafonné à 75 000 € hors taxe par projet. Donc il faut bien, entre guillemets, les identifier. On vous propose 3 dossiers de demande de subvention, je vais y arriver. Réfection des cours d'école, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour un montant hors taxe, là on parle d'hors taxe, pas de TTC, contrairement au budget, donc les chiffres sont différents, de 83 395 €, la part de la ville revenant à 23 395, et on demande donc une subvention au Conseil général de 60 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport numéro 14, et toujours dans le titre des travaux de proximité, aménagement du parking des Girondins. Voilà, de la même manière, on demande donc pour l'aménagement du parking des Girondins, l'aménagement qualitatif, donc une demande de subvention de 60 000 €, la part restant à la ville sera de 17 192 € si la demande est octroyée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le rapport numéro 15. Voilà, le remplacement des stores, je cherchais le nom, mais c'est des brises soleil orientable extérieur, c'est le terme exact. Donc pour un montant global de 80 416 €, et donc une demande de subvention de 60 000 €, une part ville restant à 20 416 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. J'ai une question pour ces 3 rapports. Si le Conseil général, alors je ne sais pas si par le passé le Conseil général n'a pas financé ce type de travaux, ça peut arriver. S'il ne participe pas, les travaux se feront quand même ou pas? Il y a une inscription budgétaire, donc a fortiori on va attendre quand même avant. On l'en dépasse, mais en recette on a prévu les dotations du Conseil. Alors non, on prévoit jamais en recette okay. Sur cet aspect-là. Tant qu'elles ne sont pas notifiées, on ne peut pas les prévoir en recette. Mais simplement, toujours, on va attendre en fait la notification, l'accord ou non du Conseil général avant d'engager des travaux. Puisqu'on ne peut pas engager les travaux avant la notification. Okay. Cela dit, si on n'a pas de financement, les travaux se réaliseront. Absolument, puisqu'il y a une inscription budgétaire. D'accord. Rapport numéro 16. Adhésion de la commune au secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles. Adhésion à l'association GES SPPPI. S3PI, voilà, on va dire, parce que... Madame Crisson. Merci. Le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles, S3PI, créé au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, s'inscrit dans le cadre du décret du 22 août 2008 portant création des secrétariats permanents pour la prévention des pollutions et risques industriels. Tel que stipulé dans l'arrêté préfectoral relatif à la création du SPIPACA en date du 21 juin 2010 et selon les modalités définies dans la charte du SPIPACA approuvée le 26 mai 2010, le SPIPACA est constitué de 5 collèges, les industries et entreprises, les collectivités locales et territoriales, les associations, les services de l'État et établissements publics, les salariés. À ces 5 collèges se joint un conseil scientifique. Le SPI a pour objectif de traiter des questions d'environnement industriel, c'est-à-dire de toutes les activités générées par l'industrie pouvant être facteurs de risque et de nuisances pour les hommes, les biens et les milieux naturels, qu'il s'agisse de risques à court, moyen ou long terme. Le SPI a pour vocation de constituer un cadre d'échange et de contribuer à la concertation locale entre les différents acteurs à travers 2 principaux types d'actions. Premier type d'action, la réalisation d'études et la mise en place d'actions concrètes destinées à répondre aux préoccupations locales particulières qui ne sont pas prises en compte par les dispositifs réglementaires existants ou qui permettent d'en améliorer son efficacité. Deuxième point, le partage d'informations, la diffusion de connaissances et le partage des bonnes pratiques dans les domaines sur lesquels il porte sa réflexion. Le SPI favorise l'émergence d'objectifs et une culture partagée de la sécurité et du développement durable entre les acteurs,
en respectant la diversité des représentations et des avis. Il facilite l'accès des concitoyens, individus, associations, collectivités et représentants des administrations responsables d'entreprises et salariés, aux connaissances techniques et scientifiques qui fondent ces réflexions et décisions. Je vous fais grâce de la composition qui est assez originale pour le SPI. Vous l'avez donc dans le rapport. Le montant d'adhésion 2014 au SPI est de 515 €. Il n'y a pas d'adhésion supplémentaire pour l'association GES SPI. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Rognac au SPI, d'approuver l'adhésion à l'association qui en assure sa gestion, le GES SPI, d'autoriser M. le maire à engager toutes les démarches nécessaires en vue de cette adhésion et à signer tous les actes qui s'y réfèrent, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. Si vous avez des questions, je peux... Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport 17. Mise à jour de la convention de mise à disposition de locaux, de mobilier et de véhicules entre la ville et le CCAS. Donc nous avons un centre communal d'action sociale qui est un établissement public communal intervenant principal dans 3 domaines, l'aide sociale légale, l'aide sociale facultative et l'animation des activités sociales. Lors du précédent conseil, nous avons voté un rapport de mise à disposition du personnel. Là, je vous propose de mettre à disposition les structures pour faire fonctionner ce centre social, tout simplement, quoi. Voilà, donc le véhicule, les locaux, etc., etc. Et le matériel. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rapport 18. Vente des parcelles BX 74 et 130 au profit de la société PRB. Monsieur Leruy. Oui, donc la société PRB a sollicité la commune de Rognac pour l'acquisition de 2 parcelles situées dans le quartier des Carnourgues. Les futurs acquéreurs, enfin la société souhaite réaliser une expansion de leur activité par acquisition de ces parcelles. Ce sont une société sur les enduits de façade principalement, qui va leur donner la possibilité d'entreposer davantage de matériaux. À savoir que France Domaine a estimé en date du 20 mars 2014 à 40 000 € hors taxe la cession de ces 2 emprises foncières. La société PRB a accepté d'acquérir la parcelle d'une superficie d'environ 1508 m² et d'une autre parcelle d'une superficie d'environ 689 m² au prix de 65 910 € hors taxe. Donc je vous propose de délibérer en ce sens pour faire la cession par acte notarié. J'ai une petite question. Ils vont devoir faire des travaux de remblaiement parce que là on est, sauf erreur de ma part, sur le bassin versant de Canourgues où il y a des résurgences d'hydrocarbures qui sont encore plus bas, je dirais plus près de l'étang. Nous craignons, enfin ils vont sûrement remblayer parce qu'aujourd'hui c'est un talbeg en fait qu'il y a. Est-ce qu'on n'a pas crainte là que d'une part ça détourne déjà les eaux de la source et d'autre part que ça a une incidence sur les hydrocarbures parce qu'il y a des captations faits. Non, parce que ces fameux terrains ils sont complètement en haut au bord de la voie ferrée. Hein. Oui, mais... Ça ne détournera pas les eaux de la source. Hein. Non, mais je veux dire par là, justement, à ce niveau-là, on a un no man's land entre Solamat, ADF et la zone industrielle, hein, je dirais. On a tout un pan de terrain qui est inoccupé. Donc, eux, ils vont arriver à ce niveau-là. Moi, j'ai peur en faisant des remblais, bon, il n'y a pas énormément de surface, évidemment, mais en faisant des remblais, ça risque d'appuyer un petit peu sur la zone et ça va faire des résurgences d'hydrocarbures. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'hydrocarbures dans la zone. Là, hein. Donc, il faudra être vigilant par rapport à cela. Non, mais apparemment, les résurgences des hydrocarbures qu'il y a eu, c'était suite à une fuite du canal de Provence. Du canal de Provence qui avait surchargé en eau. Donc, automatiquement, les hydrocarbures étant plus légers... oui, mais on sait par expérience, Madame Clisson, on sait par expérience que quand on fait des remblaiements sur des zones qui sont affectées de pollution, les pollutions ressortiront.
On a eu l'exemple avec Chelles, moi je travaille à Chelles, sur d'autres communes, et Velot pour ne pas les citer, à la plaine Pécou, où il y a eu des remblais qui ont été faits par des particuliers et qui ont fait faire des résonances par ailleurs. Donc il faudra faire attention, faire des études de sol pour voir un petit peu s'il n'y a pas de pollution à ce niveau-là, de façon à ce qu'il n'y ait pas des incidences par la suite. Parce qu'il y a des captations derrière côté Chelles, où il y a des pompes de relevage qui sont là pour ça. Mais bon, faire attention. Ils sont dans une zone, en fait, c'est partie de la zone impactée par la servitude d'utilité publique. Le problème, il est à l'affouillement, oui, pas par rapport au remblai. Mais le BRGM n'a pas donné d'indication concernant le remblaiement dans le cadre de la servitude d'utilité publique. Oui. C'est un petit peu la raison, c'est la raison essentielle pour laquelle on altère au SPI, qui nous aide justement dans toutes ces démarches. Je dis simplement, soyons vigilants là-dessus, parce que ça peut avoir une incidence. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, je vous propose de prendre une motion pour l'amélioration de la sécurité routière sur la RD 113. Oui, c'est une motion qui est, on va dire, commune avec une démarche similaire sur les communes de Lançon, puisque la ville est confrontée de façon récurrente à des accidents dramatiques sur cette portion-là. Nous avons sollicité plusieurs fois le Conseil général pour un aménagement en tant que tel. Cette fois-ci, je pense qu'avec une démarche collective sur l'ensemble des villes qui traversent au niveau de notre intercommunalité, qui est traversée par la 113, je pense qu'on pourrait se faire entendre. Donc on vous demande tout simplement de voter avec nous cette motion, dont l'objectif est d'obtenir rapidement du Conseil général des Bouches-du-Rhône la réalisation d'aménagements routiers par rapport à la sécurisation de ce tronçon. Lançon fait exactement la même chose pour le tronçon avant le rond-point des Caravanes, là, pour vous situer. Là, ils ont fait des travaux, là, ils ont fait des travaux juste avant le pont de la Durance. Là. Il y a eu des travaux qui ont été faits d'ailleurs. Hein. Oui. Enfin, il y a quand même eu, en un an, il y a eu 11 morts. Tout à fait. Non, mais là, c'est vrai que c'est très dangereux avec Roxon, Suma, la station-service. C'est l'activité économique. Voilà. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Voilà, nous allons vous donner une information sur la réforme des rythmes scolaires. Donc, Madame Angélique Forté. Donc, je vais vous lire un courrier qui a été remis ce matin aux parents d'élèves pour faire le point de la situation des rythmes scolaires sur Rognac. Donc, la position de la municipalité en ce qui concerne les rythmes scolaires a toujours été claire. Nous sommes contre cette réforme et son application qui ne tient pas vraiment compte du rythme de l'enfant et impose de grosses contraintes à la municipalité. C'est la raison pour laquelle, le 24 avril 2014, le conseil municipal ici présent a délibéré pour demander le report de son application en septembre 2015. Les services de l'État venant de rejeter notre demande, nous sommes dans l'obligation de mettre en œuvre la réforme, en tenant compte des contraintes spécifiques locales de Rognac. Après concertation dès 2013 avec les représentants des différents acteurs de cette réforme, donc la municipalité, les enseignants, les parents d'élèves, les associations, nous avions décidé de proposer des TAP de 2 fois 1h30. Mais suite au décret numéro 2014-457 du 7 mai 2014, permettant des assouplissements dans la mise en place des rythmes scolaires, nous avons décidé de demander à bénéficier de cette nouvelle opportunité. Ainsi, les grands principes qui sous-tendent cette organisation sont les suivants. Une matinée d'enseignement sur les 5 jours de la semaine afin de profiter des heures les plus appropriées pour l'apprentissage tout en garantissant une organisation sereine aux familles. Une pause méridienne confrontée
confortée de 2 heures. Une durée pour les temps d'activité périscolaire de 3 heures, avec une rotation sur les différents groupes scolaires communaux, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, qui permettra un fonctionnement adapté avec des temps d'accueil, de mise en place et de rangement, de déplacements éventuels vers des équipements sportifs et culturels selon le type d'activité, une mutualisation des intervenants et l'optimisation des moyens humains grâce au principe de rotation retenu au service d'une meilleure qualité des intervenants. Des activités ludiques et pédagogiques de qualité à concevoir sur une durée cohérente. Le schéma d'organisation de la semaine qui a été retenu est donc le suivant. Un enseignement de 5 demi-journées de 8h30 à 11h30, un enseignement de 3 demi-journées de 13h30 à 16h30, un temps d'activité périscolaire sur une demi-journée de 13h30 à 16h30 en fonction du secteur géographique. Le lundi pour les groupes scolaires Romain Roland et Lamartine, le mardi pour les groupes Giono, le jeudi pour le groupe Kramer, le vendredi pour le groupe Pagnol. Un service de restauration scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ce schéma d'expérimentation a donc été validé par 9 des conseils d'école exceptionnels des 2 et 3 juin, ainsi que par la direction académique des services de l'éducation nationale. Cette organisation reste toutefois encore à valider par les services de l'État en conseil départemental de l'éducation nationale, qui aura lieu le 2 juillet en vue d'une mise en œuvre à la rentrée 2014. Ayant le soutien du recteur, nous n'avons pas de doute quant à cette organisation. Voilà. Pas de questions? Attends, donc ça c'est une information. Bon, ce conseil municipal, et après on peut discuter, hein, débattre. Donc ce conseil municipal est terminé. Je vous rappelle que les documents liés à l'adoption des comptes de gestion, des comptes administratifs et des budgets supplémentaires sont assignés. On va les installer là, hein, avant de partir, hein, quand vous signez. Voilà. Bon, donc maintenant, si vous voulez, si les personnes qui sont au fond de la salle veulent... Moi j'avais simplement une petite question. Vous avez dit en préambule que vous étiez contre la réforme. Pour quelle raison on n'a pas pris une délibération contre la réforme? Il y a beaucoup de communes qui l'ont fait. Ok, mais au moins on aurait acté, parce que la motion, à mon avis, ça n'a pas servi à grand chose. Mais en fait, contre la réforme, non plus, même ceux qui ont acté... Non, j'entends bien, mais ce que je veux dire par là, au moins on aurait... Parce que si on avait été plusieurs communes à faire cela, ça aurait peut-être pu faire changer les choses. Alors, moi je dis simplement que, effectivement, aujourd'hui, le gouvernement veut passer en force dans cette réforme-là, ça c'est évident. Il veut et il est passé en force, on est bien d'accord. Simplement, on aurait pu, plutôt que de faire une motion, rendre une délibération contre la réforme. D'autant plus qu'on le dit, on est contre la réforme. Vous dites que vous êtes contre, nous on était contre aussi, on aurait pu faire une délibération dans ce sens-là. C'est un peu dommage qu'on ait raté cette chose-là. Maintenant, effectivement, on est obligé de l'appliquer. On n'a pas d'autre chose que de l'appliquer. La motion, on était certain que ce n'était pas recevable dans la mesure où on demandait un report en 2015, étant entendu qu'on sait, même s'il y a des gens qui ont changé dans la municipalité actuelle, que cette réforme a été applicable en 2013, voire reportée en 2014, on aurait pu s'y pencher un petit peu plus tôt, comme on l'avait déjà signalé la dernière fois. Donc voilà, moi ce que j'avais à dire sur le sujet. Je trouve que c'est un peu... Alors c'est dommage que le gouvernement veuille passe en force. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le rythme des enfants, parce que c'est ce qui est le plus important à nos yeux. Voilà. C'est aux yeux de tout le monde, hein, je vais vous dire. Ah oui, oui, oui. Hein, parce que bon, à titre personnel, moi j'ai des petits-enfants, le mercredi matin, tout au moins pour les 2 plus jeunes, ils dorment jusqu'à 10h. Eh oui, voilà. C'est scandaleux. Ouais, je voudrais juste revenir sur ce que vous dites par rapport au report, on ne va pas tergiverser, sachant quand même que la délibération qu'on vous a proposée le 24 avril est une délibération qui a été prise dans les 16 communes, moins 2, pardon, d'Aglopole Provence. La motion? La motion. Oui. Hein, c'était justement pour faire effet boule de neige.
Voilà. Oui, mais ça aurait été à mon avis beaucoup plus judicieux de faire une délibération se prononçant contre la réforme. Je vous invite à lire les délibérations, par exemple, de la ville de Marseille là-dessus. C'est assez instructif. Ouais. Sur la saisine du Conseil d'État ou autre. Oui, oui, oui. On va laisser s'exprimer ces personnes. Non, mais approchez-vous. Approchez-vous, approchez-vous. Il n'y a pas un micro pour la dame là? Non, mais on s'approche. Oui. Fais rouler le micro, voilà, c'est bien. Tous les parents d'élèves avaient reçu un courrier. Moi, personnellement, je suis parent d'élève. Il a été remis aux parents dans les cahiers ce matin. Il a été remis aujourd'hui dans les demain matin. Peut-être que vous l'aurez demain, selon l'heure à laquelle il est arrivé. À quelle école vous êtes? Desjardins, parce qu'il n'est jamais cité. Enfin, l'école Desjardins n'est jamais citée, mais nous sommes au Jardin. Elle a été citée aujourd'hui. Non. Ah non, mais vous êtes arrivé en retard. Ah, on a parlé que de vous. Vous étiez dehors. Ah, pendant les budgets? Oui. Ah, ok. Non, mais à la fin, là, quand vous parlez des jours, le lundi après-midi, Ah oui, les jardins. vous associez toujours les jardins à Marcel Pagnol. C'est logique, c'est géographiquement dans le même Je quartier. suis d'accord. Voilà. Mais quand même, on est quand même indépendants. Puisque nous n'avons pas de primaire. Le jardin, j'avais, vous voyez, donc c'était plus ça. Voilà, c'est tout, c'était ma seule question. Ça va d'autres? Ah oui, question, le report, il a été donc refusé. Avez-vous une lettre du préfet qui vous dit pourquoi il a été refusé et que vous pouvez montrer pour dire à tous les gens de Rognac, eh bien, on a fait nous la demande du report, mais il a été repoussé. Mais il a été refusé. Il n'a pas été refusé à Rognac, il a été refusé nationalement. Hein. Tout le monde doit avoir un papier, tous les maires ont un papier comme quoi le report a été refusé. Ne vous regardez pas la télévision. Si vous écoutez les informations, je vais vous dire. Si vous voulez, on vous fera parvenir le courrier du DAZEN. Mais pas clairement, il y a d'autres parents aussi. Non, mais... Voilà, et après il faut dire clairement à tout Ça a le monde, été mais vu au oui, vous conseil avez eu la d'école, démarche de faire un report, mais vous avez eu une réponse en retour. Absolument. On a fait le Il courrier y a du DAZEN. d'autres maires qui se battent encore, hein. Il y a M. Amiel qui se bat encore, il fait une conférence de presse samedi. Oui, mais Il y a juste le un maire de point, on Carpier peut se qui battre, continue, on peut voilà. bien se battre jusqu'au 2 décembre, jusqu'au 2 septembre, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est comme l'État l'impose, si on n'anticipe pas l'organisation de ces TAP, il va se passer la chose suivante, c'est que le lundi ou le mardi de la rentrée, puisqu'il me semble que c'est le mardi de septembre, qu'est-ce qu'on fait des gamins de 13h30 à 16h30? On vous les laisse dans la rue en disant, nous on était contre. C'est ça le problème. C'est pas le mardi en plus. C'est pas le mardi. Ça va être le mercredi. Non, mais le mardi c'est la rentrée. Mais tu permets plus facile. Il est clair que dès le début, les enseignants, la majorité des enseignants, et je parle ici encore soumis au droit de réserve, hein, la majorité des enseignants étaient contre cette réforme emmanchée de la façon dont elle était emmanchée. Je veux dire, on était dans l'attente d'une refondation des rythmes scolaires, mais une mise à plat de tout le système éducatif, on voulait autre chose que ça. Je vous rappelle d'ailleurs que cette réforme a été portée par une fédération de parents d'élèves. Voilà. Quel recours, vous parliez de M. Amiel, tous les maires hein, qui s'opposent dans leur bon droit, hein, je veux dire, à la mise en place de cette réforme, imaginez ce qui peut arriver, quelle est leur façon, quelle attitude ils ont pour s'opposer à ça. Il faut bien faire la différence entre le temps de l'éducation nationale et le temps de la mairie. Le temps de l'éducation nationale, je veux dire, que le maire mette en place des NAP, puisque ça s'appelle maintenant les NAP, ou qu'ils ne les mettent pas en place, ça ne changera rien. Les fonctionnaires d'éducation nationale seront à leur poste, y compris le mercredi matin, et le seul recours du maire qui est propriétaire des locaux, c'est de mettre des cadenas sur les portails. Là, un huissier viendrait constater, ou l'inspecteur à la limite de l'éducation nationale, il viendrait constater la présence de ces enseignants et le fait que les cadenas sont sur les portails, et c'est la justice qui continuerait après. Les enseignants sont pieds, poings liés devant cette réforme. Et la majorité des enseignants déplorent cette réforme. On a fait des jours de grève pour ça. Voilà. Oui, mais il faut le montrer jusqu'au bout. Vous avez jusqu'au 2 septembre pour montrer que vous êtes contre. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on peut être contre, mais il faut anticiper l'organisation de ces NAP. C'est tout. On n'a pas le choix. C'est-à-dire que, comme dit Jean-Michel Mazin, le DAZEN ayant arrêté l'organisation du temps scolaire pour Rognac, derrière, il va se passer
la question, la problématique, elle est sur la commune maintenant. C'est qu'est-ce qu'on fait des gamins de 13h30 à 16h30 dès lors qu'il a arrêté un schéma d'organisation du temps scolaire. Et on se doit, dans les 2 mois qui arrivent, de concevoir ce fameux projet éducatif territorial, même si on est foncièrement opposé à la réforme, pour ne pas laisser nos gamins dans la rue, quoi, sous cette forme. Ouais. Là, vous avez 2 mois pour faire ça, mais ça fait quand même 2 ans, non? Ça fait 2 ans que la réforme... Oui, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, on attendait quand même de la part de l'État, tant que la deuxième ville de France était, entre guillemets, derrière nous, on pouvait supposer que le gouvernement allait infléchir sa position. Dès lors que Marseille s'est retiré dans un communiqué de presse, vous le savez très bien, ce communiqué de presse, qu'est-ce qu'il disait ? Nous respecterons la règle républicaine qui s'impose à nous et nous augmenterons la pression fiscale. Voilà, c'était un peu cette forme de chantage qu'avait mis en place la ville de Marseille. Au-delà de ça, il a infléchi, il a mis le genou à terre, M. Gaudin. Et derrière ça, toutes les communes, Michel Amiel avec sa ville de 12 000 habitants ou 14 000, ne pourra pas faire le poids vis-à-vis de l'État. Donc on est maintenant devant nos responsabilités, tout simplement. Demain, est-ce que voilà, pendant 3 heures, ça va obligatoirement augmenter nos impôts, les petits vont être plus fatigués? Non, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est parce que vous n'étiez pas là. Le mercredi, que c'est à la Écoutez, rigueur, qu'il y ait un coup... les samedis, il y a un annuaire dans le décret que Hamon a fait, il autorise le samedi. Il y a des psychologues, il y a tout le monde qui dit qu'il faut la coupure du mercredi. Ça a toujours été. Avant, nos parents n'allaient pas le jeudi. Ils avaient une coupure. Enfin, écoutez, là, vous faites du lundi au vendredi. Je comprends bien, mais les chronobiologistes sont très partagés sur la question. Enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Simplement, je vous rejoins, il y aura un surcoût pour la collectivité qui a été annoncé tout à l'heure en toute transparence dans le cadre de la présentation du budget supplémentaire. Il y aura un conseil municipal extraordinaire à ce sujet-là, enfin extraordinaire, où on parlera beaucoup de ce sujet en tout état de cause dans les semaines à venir, puisqu'on doit impérativement délibérer pour voir l'impact budgétaire, pour la création de postes en conséquence par rapport à l'animation des nouvelles activités périscolaires, les NAP. Donc voilà, entre guillemets, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ça ne nous arrange pas non plus. On l'a dit clairement dans la conclusion de l'intervention du BS, ça va rogner notre épargne. Dès lors, on n'a pas dit qu'on allait, nous, augmenter la pression fiscale. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Je me suis servi de l'exemple de Marseille. Mais ne faites pas la passerelle. L'épargne, c'est un moindre mal. C'est surtout les gamins qui vont subir. Oui, mais je suis entièrement... Relisez la délibération du 24 avril, vous l'avez partagée, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. En gros, les parents, le 5 juillet, partiront en vacances sans savoir ce qu'ils vont faire de leur enfant à partir du 2 septembre. Alors justement, c'est pour ça qu'on y travaille. Vous dites tout et le contraire de tout. Mais si... On va recevoir un courrier au mois d'août pour non, déjà vous allez recevoir l'organisation du temps scolaire. Vous allez savoir que votre... Bien sûr. Ils vont savoir ce que les enfants vont faire, avec qui, comment. Non, bien sûr que non. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à une réforme et du jour au lendemain connaître les noms des animateurs qui vont organiser les TAP. Non, juste un point. Le séquencement, il est le suivant. Il est un peu tôt d'en parler, mais on a déjà une philosophie pour organiser ces temps d'activité périscolaire. Il faut qu'on consolide nos projections, tant en matière d'organisation que financière. Après, je vous invite à venir au conseil municipal qui aura lieu mi-juillet. Je vous téléphonerai mais mi-juillet, où tout sera décrit, et au moins vous aurez une connaissance parfaite de l'organisation de ces NAP. Mais il faut être aussi un peu indulgent, c'est une première année, c'est un nouveau système d'organisation, et il se peut qu'on monte en charge dans le cadre de l'animation, dans le cadre du partenariat avec le tissu aussi associatif, parce qu'il y avait plusieurs questions du tissu associatif légitime par rapport à l'encadrement, la responsabilité des gamins. Donc tout ça, il faut entre guillemets, on pose les bases pour qu'au mois de septembre de cette année, on puisse être sûr d'encadrer vos bambins dans les meilleures conditions. Derrière, on aura des activités, il est hors de question, et je vous rassure, de faire de la garderie, parce que autant que cette réforme serve quand même, entre guillemets, dans le qualitatif pour l'enfant,
puisque si on fait de la garderie pendant 3 heures, on ne voit pas l'intérêt. On s'est battu pour justement avoir un temps d'activité périscolaire plus conséquent, et je pense que le tissu associatif nous rejoindra par rapport à ça. Derrière ça, il faut nous laisser le temps également d'établir des partenariats donc, avec les associations, afin d'aboutir, je pense, dans le premier semestre 2015, à une situation stabilisée. De toute façon, on fera des retours d'expérience, clairement. C'est ce que je vous ai dit dehors. Déjà, ce n'est pas quelque chose qui sera figé dans le marbre. Voilà. Donc, on va s'adapter. Ça sera l'année test. Absolument. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. Je vous rappelle qu'il faut signer. Sinon, on est obligé de vous appeler demain.